Le contenu qui va suivre est en UHD HDR10. Il contient des images SDR dans une séquence HDR. La version SDR est en Rec 709 Gamma 2.4 limitée à 100 nits dans un flux HDR Rec 2100 ST2084. Le but étant de simuler une comparaison objective des mêmes images en HDR sur une TV HDR et en SDR sur une TV SDR côte à côte. Ce contenu doit être vu sur un système d'affichage HDR. Il sera aussi téléchargeable sur www.lelabodej.com en HEVC HDR10. Cette vidéo vous est offerte par SOS Ciné. SOS Ciné, agence de location audiovisuelle sur Paris et Lyon, partenaire de la création. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube Le Labo de Jay. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce contenu exceptionnel. On va reparler de HDR avec une vidéo en 4K HDR. On va parler de metadata, de niveau de noir, de niveau de blanc, d'espace couleur, de nombre de nits, bref, un tas de choses concernant le HDR. On va aussi parler de l'intention artistique, on va parler du fake HDR, on va créer un contenu en mode do it yourself, on va l'étalonner sous DaVinci Resolve avec un workflow Dolby Vision. On fera une séquence HDR que vous pourrez télécharger sur mon site lelabodej.com. Bref, vous allez être super gâtés. Mais d'abord, générique. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo. Alors ça va être une vidéo un petit peu particulière parce qu'on va essayer de démystifier le HDR. Quand je dis démystifier, on va répondre à certaines questions que vous vous posez. On va balayer les légendes urbaines. On va essayer de bien vous réexpliquer ce qu'est le HDR, de répondre à certaines polémiques, parce que là, il y a de plus en plus de gens qui parlent de fake HDR. Moi, j'ai une vision qui est complètement différente par rapport à ça et j'ai envie de vous la partager. Et pour vous la partager, et pour vous l'exprimer et vous la documenter, je vais vous recréer un contenu HDR. Alors j'ai la chance d'avoir des partenaires, SOS Ciné, qui m'a mis à disposition du matériel, une RED Gemini. Donc on va filmer des éléments en RAW. On va les développer dans Resolve, on va les étalonner. On va refaire un workflow Dolby Vision, grâce à l'aide des gens de chez Dolby qui me suivent depuis déjà un petit moment. Et surtout, j'ai la chance inouïe d'avoir eu accès à du matériel incroyable. ESO France m'a prêté 2 moniteurs, un qui va me servir de moniteur SDR et l'autre qui va me servir de moniteur HDR. Tout de suite, la suite. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je fais juste un tout petit rappel vraiment très rapide de quelques notions super importantes. Je vous invite à regarder les vidéos précédentes que j'ai fait sur le HDR, je ne vais pas tout redévelopper, mais déjà ça vous donnera une bonne base. Une image va s'afficher sur un système d'affichage, que ce soit une télé, une tablette, un ordinateur, ou que ce soit dans une salle de cinéma à l'aide d'un projecteur. Dans chacun des cas, on a des systèmes et des espaces colorimétriques totalement différents. Les caractéristiques principales qui vont définir l'image sont le gamut, la courbe de transfert et le point blanc. L'ensemble de ces caractéristiques vont définir un espace couleur. Alors le gamut, c'est l'ensemble des couleurs reproductibles par un appareil. Que ce soit une télé, une caméra ou un projecteur, selon ces appareils, les gamut peuvent être plus ou moins grands. Sur ce diagramme CIE 1976, on représente l'ensemble des couleurs perçues par l'œil humain. Pour la TV HD SDR, on a le gamut Rec 709 qui couvre 38,7% de ce diagramme. Pour le cinéma, on a le DCI-P3 qui couvre 41,7% de ce diagramme. Et pour le HDR, on a le BT2020 qui couvre 57,2% de ce diagramme. Attention, pour le HDR, il y a une petite subtilité, mais nous y reviendrons plus tard. La courbe de transfert va permettre de convertir une intensité lumineuse en un signal électrique, puis convertir ce signal électrique en une intensité lumineuse pour afficher une image sur un système d'affichage. Pour le SDR, on va parler de courbe gamma 2.2, 2.4 ou encore BT 1886. On peut voir que la courbe ne dépasse pas les 100 nits. Le BT 1886 prend en considération les caractéristiques techniques de votre système d'affichage. Elle est supposée créer une cohérence entre plusieurs systèmes d'affichage sur la restitution d'un même contenu. Pour le HDR, on parle de courbe EOTF PQ. Elle va permettre de coder en bits des valeurs comprises entre 0 et 10 000 nits. C'est une courbe qu'on dit absolue. Pour le HLG, on a la courbe Arib STD B67, une courbe hybride log gamma qui va permettre de coder des valeurs allant jusqu'à 5000 nits.
Enfin, le point blanc va définir l'aspect chaud ou froid de votre image lorsque les valeurs RGB sont identiques. Le point blanc s'exprime en Kelvin, on a le D65 pour les écrans, et pour le cinéma, on a un point blanc virtuel que l'on peut placer où l'on veut. On a des valeurs de référence, comme le D63 à 6300 degrés Kelvin ou le D60 à 6000 degrés Kelvin. L'auto-mapping et le roll-off sont des opérations exécutées par les systèmes d'affichage grand public afin de prendre le signal d'origine et de le convertir en fonction des caractéristiques de votre système d'affichage. Ils vont se baser sur les informations contenues dans les métadatas. Si le signal d'origine a un pic lumineux max à 1000 nits par exemple, et que votre TV ne peut en afficher que 500, l'auto-mapping et le roll-off vont convertir le signal et le ramener à 500 nits. Si le signal utilise des métadatas statiques, alors la conversion sera effectuée de façon uniforme sur l'ensemble de la vidéo, et si les métadatas sont dynamiques, alors la conversion n'aura lieu que sur les passages concernés. La différence entre le HDR et le SDR se situe dans les hautes lumières principalement. Ça va être la façon d'afficher et de coder les hautes lumières. Il faut vraiment voir le HDR comme une extension du SDR. C'est-à-dire que tout ce que vous allez avoir dans les tons moyens et dans les tons sombres, globalement, ça va s'afficher de la même façon. Sauf qu'à extrême, quand vous avez des couleurs très particulières, mais la majorité du signal est affichée de la même façon. Là où ça va se différencier, c'est dans les hautes lumières. Et c'est justement dans cette optique que la courbe PQ a été développée, c'est vous permettre d'afficher plus d'informations dans les hautes lumières. Pour un système d'affichage, on ne parle pas de plage dynamique, on parle de ratio de contraste. La plage dynamique, c'est ce que vous allez avoir au niveau de la caméra, c'est le capteur. Maintenant, votre ratio de contraste, faut savoir que des fois, on vous affiche des chiffres comme 1 sur 1 million. Faut juste avoir en tête de comment sont faites ces mesures. C'est-à-dire que le constructeur, il va envoyer une image blanche très lumineuse sur l'écran en faisant certains réglages, et ensuite, il va faire d'autres réglages pour envoyer une image très noire, ce qui va permettre d'obtenir un ratio de contraste très élevé. Sauf que dans la vraie vie, votre différence entre le point lumineux le plus sombre et le plus élevé, il est sur la même image. Et c'est pas mesuré comme ça, bien souvent. Donc du coup, le ratio de contraste qu'on vous vend, il n'est pas forcément relatif et adéquat avec ce qui se passe dans la vraie vie. En essayant de simplifier, en SDR, le signal est étalonné sur un écran de référence en Rec 709 gamma 2.4. Cet écran est calibré de manière à afficher pour 100% du signal un pic de blanc à 100 nits. Le noir minimum affiché est calé à 0,05 nits. Alors techniquement, en SDR, on ne se réfère pas aux nits. Et il n'y a pas de limitation en termes de signal, juste des valeurs de référence. On a un signal qui va s'afficher à l'aide d'une courbe gamma qui est relative, ce qui veut dire que les intensités vont varier et s'adapter en fonction des systèmes sur lesquels elles vont s'afficher. En HDR, on va étalonner sur un écran calibré avec un minimum calé à 0,005 nits et 100% du signal à 1000 nits. A l'inverse du SDR, l'affichage HDR se fait au moyen d'une courbe PQ qui est absolue, ce qui veut dire que 100 nits sur la courbe doit correspondre à 100 nits affichés. On n'a pas cette équivalence avec le SDR. Si on dispose d'un solide blanc diffus sans réflexion en SDR, il représentera le blanc maximum que l'on peut afficher, à savoir 100 nits. Évidemment, les TV SDR d'aujourd'hui, on peut avoir des valeurs supérieures à 100 nits, mais nous ne pourrons pas afficher de saturation au-delà de cette valeur. En HDR, on a calé cette valeur de blanc diffus à 203 nits, avec l'IUT 2408, afin d'éviter d'avoir une image trop sombre. Cette valeur s'applique aussi pour les textes blancs. Elle correspond à une TV dont le pic lumineux max est 2000 nits. Elle évolue en fonction de la capacité de restitution de votre système d'affichage. Il faut savoir qu'en calant ce niveau de blanc à 203 nits en HDR, pour la courbe PQ, ça représente 58% du signal. En HLG, ça représente 75% du signal. D'abord, un noir très profond, ça n'existe pas. Hormis si vous vous enfermez dans une pièce sans fenêtre, sans lumière, sans rien du tout, ou même que vous allez dans l'espace. Mais à partir du moment où vous allez avoir une source lumineuse, le noir à zéro, il n'existe pas. Donc quand on vous parle d'un noir très profond, c'est un noir qui a été trafiqué, enfin, qui a été volontairement baissé. Il faut savoir une chose, c'est que plus vous baissez le signal, et moins vous aurez de détails dans ce signal. Quand vous voulez afficher un noir qui est carrément à zéro, bah forcément vous allez baisser le signal, donc forcément vous allez altérer les nuances des niveaux de noir qui sont proches de ces valeurs. Alors l'autre souci, c'est que on vous dit que le HDR vous apporte des noirs plus profonds, c'est faux. Pour la bonne et simple raison que votre niveau de noir, il est dépendant de votre système d'affichage. Vous pouvez avoir des noirs aussi profonds en SDR qu'en HDR si vous regardez sur un OLED. Par contre, si vous regardez sur un LCD tout pourri, votre niveau noir, il aura beau être en HDR, il sera pourri. Toutes ces courbes codent les intensités différemment.
Le plus bas niveau de noir est identique. Ce qui va changer, c'est la restitution du détail dans les zones sombres. La courbe PQ est censée vous permettre d'afficher plus d'informations, augmentant ainsi la sensation de profondeur. Et l'autre chose qui va avoir une incidence vraiment très importante sur les niveaux de noir, c'est vos conditions de visionnage. Le HDR, la façon dont a été définie la courbe PQ ST2084, c'est fait pour être regardé avec une luminosité d'environ 5 nits. C'est-à-dire que vous devez regarder ça limite dans la pénombre, comme au cinéma. Une image, c'est fait pour être regardée avec le moins de pollution visuelle possible. Pourquoi les salles Dolby vous proposent un tel niveau de contraste? C'est pas avec des intensités lumineuses extrêmes, hein, ça va pas plus loin que 108 nits. C'est pas énorme 108 nits, hein, c'est juste au-dessus du SDR. Mais par contre, elles descendent très bas dans le niveau de noir parce que elles sont capables d'avoir le contrôle sur la pollution visuelle et lumineuse qu'il y a dans la salle. Plus vous avez de pollution lumineuse, plus votre niveau de noir il va en pâtir. Vous regardez une image un peu sombre sur un OLED dans un environnement où il y a beaucoup de pollution lumineuse, qu'est-ce qui se passe? Vous avez toute la pièce qui se reflète dans les parties noires de votre écran. Alors c'est là par contre où il y a une grosse différence entre le HDR et le SDR. Sur le SDR, on a la possibilité de changer la courbe OTF. Quand vous regardez souvent dans les réglages de vos télés, vous pouvez avoir gamma 2.2, gamma 2.4, on va pouvoir rehausser ou baisser en fonction de la luminosité ambiante. Chose que vous ne pouvez pas faire avec le HDR. Pourquoi? Parce que, comme je vous l'avais dit auparavant, la courbe PQ, elle est absolue. Les valeurs qui sont codées correspondent à des valeurs en nits particulières. Et on ne peut pas modifier cette courbe. Alors on ne peut pas. Si on peut, parce que Dolby a trouvé la parade, il a sorti Dolby Vision IQ. De manière à rehausser l'ensemble du signal si vous êtes dans une pièce plus lumineuse. Et pareil, HDR10+ vient de sortir le HDR10 adaptative, qui fait exactement la même chose. Alors faut pas vous y tromper, hein. C'est un bidouillage de la courbe PQ, ni plus ni moins. En faisant ça, on modifie le signal. Enfin, on n'est plus du tout dans ce qu'on avait à la base. Je veux dire, avant, on regardait les images sur la télé, maintenant les 3/4 des gens ils regardent sur ordinateur, sur leur tablette, sur leurs iPads, dans des conditions qui ne sont pas forcément optimales. C'est-à-dire qu'ils peuvent regarder ça en plein jour, n'importe où, et du coup, forcément, quand vous regardez en plein jour, vous avez de la pollution. Donc on va essayer de vous fournir un signal qui est plus lumineux, avec des écrans qui sont plus lumineux. Enfin, je veux dire, quelque part, ça n'a pas de sens. On ne peut pas vous dire d'un côté, vous allez avoir des noirs plus profonds, tout en sachant que vous regardez en plein jour et que forcément vos noirs profonds, tout ce que vous allez voir, c'est le reflet de la pièce. Aucune, mais alors aucune télé n'est capable d'afficher du BT2020 correctement. Même pas les moniteurs de référence. Quelques exemples, parmi tant d'autres, un Sony X950H couvre 91,01% du DCI-P3 et 67,14% du BT2020. Un Sony AG9 couvre 94,5% du DCI-P3 et 67,14% du BT2020. Un Samsung RU9000 couvre 90,86% du DCI-P3 et 67,55% du BT2020. Le Samsung Q90T couvre 89,13% du DCI-P3 et 67,24% du BT2020. Le LG Nano 90 couvre 86,18% du DCI-P3 et 63,33% du BT2020. Et enfin, le LG CX couvre 97,32% du DCI-P3 et 71,67% du BT20. Donc, qu'est-ce qui se passe? Vos contenus, ils sont masterisés en P3 D65. C'est-à-dire qu'on n'utilise pas les primaires du Rec 2020, on va se servir du Rec 2020 comme conteneur. Et tous les contenus que vous allez regarder sont étalonnés en P3 D65 et encapsulés dans du BT2020. Le mastering Dolby Vision, le gamut utilisé, c'est du P3 D65. Netflix, les contenus qu'ils fabriquent, c'est à partir de P3 D65. Le P3 est sensiblement plus grand que le Rec 709 en termes de gamut. Les téléviseurs ne sont pas tous capables d'afficher 100% du P3. La différence entre ces gamut, entre le Rec 709 et le DCI P3, elle se fait que sur une portion bien particulière des couleurs. Vous dire que vous allez avoir plus de couleurs, oui, mais ça va être fonction des contenus que vous allez regarder. En effet, si vous regardez un documentaire animalier dans la jungle, ouais, vous allez pouvoir afficher des verts super saturés, que vous ne pourrez pas forcément afficher en Rec 709. On est d'accord. Pareil, si vous regardez Matrix, vous aurez peut-être une meilleure restitution avec le P3 qu'avec le Rec 709. On est bien d'accord. Mais Paulette et Jean-Jacques qui se séparent dans leur appartement du 18e par un soir d'hiver,
J'aime autant vous dire que P3 ou RX 709 ne vous ferait pas la différence. Là où il y a une vraie plus-value, c'est le passage du codage en 8 bits au codage en 10 bits. Donc sur un même contenu, même si vous n'avez pas des couleurs astronomiques, vous allez avoir plus de détails, plus de nuances, et vous aurez moins d'effets de postérisation. Pour moi, le HDR, c'est une globalité. C'est pas juste la plage dynamique, c'est la plage dynamique, c'est la couleur, mais c'est aussi l'encodage, c'est la profondeur de couleur, c'est la compression, qui est bien meilleure par rapport à ce que vous avez avec un contenu SDR. À image égale, vous avez quand même quelque chose qui est de meilleure qualité en HDR qu'en SDR, et pas juste pour une histoire de plage dynamique. Le nombre de nits n'est pas forcément un gage de qualité, et il peut même devenir un problème. N'oubliez pas que vous avez des tas de télé qui ne sont pas capables d'afficher des intensités lumineuses extrêmes. Quand on parle de valeurs comme 1000 nits, c'est sur des portions infimes de l'image. Je veux dire, c'est des brillances, c'est des petits endroits localisés, mais c'est pas sur toute l'image. Votre télé, elle n'est pas capable d'afficher 1000 nits sur une grosse zone pendant longtemps. Là, c'est sûr que vous allez endommager votre télé. Elle n'est pas faite pour ça. Alors, ça va me permettre de faire le lien avec le point suivant, qui sont les métadatas. Qu'est-ce que c'est que les métadatas? C'est les informations du système avec lequel a été étalonnée et créée l'image pour l'afficher en fonction des caractéristiques de votre système d'affichage. Ça va permettre de créer le lien entre le signal d'origine et ce que peut afficher votre système d'affichage et de modifier ce contenu pour rentrer dans les specs de votre système d'affichage. Plus vous allez avoir un signal puissant en entrée, et que votre système d'affichage ne peut pas restituer toute la puissance, plus vous allez tordre le signal. Et si vous n'avez pas de métadata dynamique, c'est-à-dire une analyse plan par plan, cette métadata statique, elle va affecter tout le contenu. Et vous risquez d'avoir une image plus sombre. Plus vous avez de nits en entrée, plus vous risquez d'avoir des soucis si vous êtes sur un téléviseur qui n'est pas capable d'afficher autant d'informations. Les métadatas, à la base, elles servent à ça. Elles servent à protéger votre système d'affichage. Votre film, il est étalonné sur un moniteur de référence. Sur ce moniteur de référence, il n'y a pas besoin de métadata puisque c'est le moniteur de référence qui est capable d'afficher le signal plein pot. Une fois que ce signal va être encodé et compressé, il va arriver chez vous. Et là, avec votre télé, vous allez avoir besoin des métadatas pour savoir comment afficher ce signal. Maintenant, il faut bien vous dire une chose, c'est que si vous aviez une télé qui est capable d'afficher la même chose que le moniteur de mastering, c'est-à-dire le volume de couleur identique et le nombre de nits identique, la métadata, vous n'en avez pas besoin. Quand j'ai fait la partie numéro 3 sur le HDR avec la séquence que j'ai créée, je suis allé dans un magasin pour tester sur différentes télés. Alors c'est un truc sur lequel j'ai pas tellement communiqué, parce que je vous cache pas que l'expérience a été assez complexe pour moi, dans la mesure où j'ai créé ce contenu, je connaissais les images par cœur, je savais exactement à quoi ça devait ressembler. Et quand j'ai testé sur ces différentes télés, ça a été la douche froide. Parce qu'il n'y en a pas une qui m'a restitué l'image telle que j'aurais aimé la voir. Il y avait des différences entre ces téléviseurs qui étaient parfois assez énormes. Il y avait des modèles qui interprétaient vraiment très mal le signal, que ce soit en HDR10, voire même en Dolby Vision. Donc ça a été vraiment une sorte d'électrochoc où je me suis dit, le HDR c'est très bien, mais en fait c'est très compliqué. C'est très compliqué d'avoir le fameux respect de l'intention artistique, parce que de par le fait que l'auto-mapping n'est pas standardisé, hormis chez Dolby, chaque constructeur va développer et afficher le signal PQ avec sa propre sauce. Et du coup, on n'a pas une constante, on n'a pas quelque chose d'homogène d'une marque à une autre. On a vraiment des réelles différences. Alors savoir qui a raison, qui a tort, c'est très compliqué. Évidemment, le consommateur ne s'en rend pas compte parce que le consommateur il ne sait pas à quoi ressemble le contenu à la base. Il n'était pas en salle d'étalonnage, il n'a aucune idée de ce qu'est l'image d'origine. Lui, ce qu'il va voir, c'est ce qui va être affiché sur sa télé en se disant « Waouh, cette image est magnifique !» Mais ça se trouve, l'image, elle est à des années-lumière de ce qu'elle devrait être. Autant avec le SDR, déjà, c'était pas forcément simple, mais on arrivait à calibrer les télés à peu près correctement. Autant avec le HDR, la calibration, c'est une autre paire de manches. Et d'une marque et d'un modèle à l'autre, on peut avoir des résultats vraiment sensiblement très différents. Alors, l'une des problématiques de ces magasins, c'est que les constructeurs demandent à ce que les télés soient forcées en mode démo. C'est-à-dire qu'elles vont afficher l'image avec des presets
qui vont avoir tendance à booster l'image, à la flatter. Ça va augmenter le contraste, augmenter la saturation, augmenter la luminosité, enfin bref, le but c'est de rendre une image la plus flatteuse possible. Mais en faisant ça, on tord le signal. La représentation qui est faite de l'image n'est pas ce qu'il y a de plus proche de la réalité. Mais du coup, le consommateur, il voit ça dans les magasins. C'est le premier contact qu'il a avec le HDR, c'est l'image qu'on lui vend. C'est ça, c'est cette image super flatteuse. Les campagnes de marketing, quand vous avez un nouveau Blu-ray 4K HDR qui va sortir, on vous montre l'avant en SDR et l'après en HDR. Et bien souvent, le trait, il est vraiment très forcé. Le SDR tel qu'il vous est présenté, on a l'impression qu'il est limite en noir et blanc. C'est complètement désaturé, c'est complètement décontrasté par rapport à la nouvelle version qui est vraiment beaucoup plus flashy. Et c'est là où on a un vrai souci. C'est que le consommateur qui va acheter du 4K HDR, qui va acheter une télé, qui va acheter des médias en 4K HDR, il va attendre ça du HDR. Si on lui donne pas ça, eh ben il va être déçu. D'où la naissance de la polémique du fake HDR, parce qu'il y a des contenus qui sortent, qui n'exploitent pas toute la palette que peut offrir le HDR, mais sont quand même estampillés HDR. Et ça pose un souci au consommateur. Parce que il a l'impression de se faire arnaquer. Il paye un média qui est plus cher, c'est vrai, sans avoir l'impression de profiter de ce que peut amener le HDR. Le fake HDR, c'est quoi? C'est le fait d'avoir un contenu HDR qui ressemble à du SDR, donc d'avoir en gros du Rec 709 dans du BT 2020 et des intensités lumineuses et qui sont très inférieures à 1000 nits et qui se rapprochent de celles qu'on peut avoir en SDR. Donc on va essayer de décortiquer cette histoire de fake HDR et pour bien le comprendre, on va essayer d'avoir une vue un peu globale de la chose. En essayant de résumer ça au maximum, votre image, vous allez pouvoir la regarder soit sur une télé, un ordinateur, un smartphone, une tablette, ou en projection dans une salle de cinéma. Bon, je mets de côté la vidéoprojection parce que même si on n'est pas identique à une diffusion télé, on part de la même source. Votre image, elle provient d'un master étalonné. À partir de ce master, on va créer des livrables. Pour le grand public, on a le DVD, le Blu-ray et l'Ultra HD Blu-ray. Pour les plateformes de streaming, on va leur délivrer ce qu'on appelle un IMF, un interopérable master format. C'est un fichier unique qui permet de contenir plusieurs pistes de son, plusieurs pistes texte et plusieurs pistes images. Et vous avez les salles de cinéma à qui on va délivrer soit un Digital Cinema Package, un DCP, pour les projections numériques, soit une version sur pellicule pour les projections standards. Aujourd'hui, vous avez trois façons principales de fabriquer un contenu HDR. Premier cas, le cas le plus standard, on va filmer des scènes au moyen de caméras numériques ou argentiques, on fait un montage, puis on va étalonner un master duquel on va sortir soit une version SDR, soit une version HDR. Ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que lorsqu'on étalonne, on travaille sur des éléments qui ont été filmés à partir de caméras, dont la grande majorité ont des gamutes et des plages dynamiques largement supérieures aux normes de diffusion. Il faut bien faire la distinction entre deux choses très importantes. Le scene referred, c'est-à-dire des éléments qui ont des valeurs qui correspondent aux scènes filmées, et le display referred, qui va correspondre aux valeurs qui sont affichées sur vos systèmes d'affichage. Et ces valeurs sont très différentes des valeurs qu'on trouve dans le scene referred. Donc en étalonnage, on va travailler le plus souvent sur des éléments scene referred, donc on a toute la latitude pour sortir à la fois du HDR et du SDR. Et lorsqu'on fera nos livrables, on va adapter les valeurs scene referred par rapport au display referred, savoir si c'est du SDR, du HDR, du cinéma ou de la télé, peu importe. Deuxième cas, vous avez un film qui a bénéficié d'un étalonnage photochimique, c'est-à-dire non numérique. Dans ces cas-là, on va scanner la pellicule, on va obtenir des éléments qui vont offrir toutes les latitudes nécessaires pour produire une nouvelle version HDR. Et troisième cas, on a uniquement un master SDR qu'on va vouloir transformer en HDR. Alors grâce à des procédés complexes, on va essayer de retrouver les informations d'origine de l'image avant qu'elle soit finalisée en SDR, histoire d'avoir la matière pour refabriquer une image HDR. On n'a forcément pas le même rendu que si on était parti des éléments d'origine. C'est ce que l'on appelle l'inverse tone mapping. Alors je voudrais attirer votre attention sur le fait que certains contenus sont faits de cette manière avec des procédés automatisés, ce qui peut engendrer des résultats HDR décevants, mais cela représente une minorité. Pour le cinéma, le signal est contenu entre 0 et 48 nits. C'est le standard en projection. En ce qui concerne la couleur, on masterise en P3 associé à un gamma de 2.6. Pour le HDR au cinéma, on a l'IMAX laser avec un pic lumineux max à 75 nits, et l'utilisation des primaires P3 avec un gamma à 2.6. Vous avez l'éclair color avec un pic lumineux max à 103 nits et l'utilisation des primaires P3 avec la courbe gamma de 8.
Vous avez le Dolby Cinema avec un pic lumineux à 108 nits et l'utilisation des primaires BT2020 avec la courbe PQ. Et vous avez l'Onyx avec un pic lumineux à 300 nits, l'utilisation des primaires P3 avec la courbe PQ, ou alors l'utilisation de la norme Eclair Color. Pour la diffusion des appareils grand public, on a le SDR avec un pic lumineux qui est calé à 100 nits, l'utilisation des primaires Rec 709 avec une courbe soit gamma 2.2, soit gamma 2.4, ou encore le BT 1886. Alors pour le HDR, c'est un peu plus compliqué. Vous avez le HDR10, le 10+, le Dolby Vision, le SL-HDR 1 et 2. Ils se basent tous sur la courbe PQ ST2084. Alors la plupart des contenus HDR sont masterisés avec un pic lumineux max à 1000 nits. Certains contenus, notamment ceux qui sont faits avec les normes Dolby, sont masterisés avec un pic lumineux max à 4000 nits. Alors cependant, il n'est pas impossible de trouver des films en HDR10 avec des valeurs qui atteignent les 10 000 nits. Pour le HLG, la courbe utilisée est le Harib STD B67. Elle est propre au HLG et propose des intensités lumineuses max de 5000 nits. Alors ça concerne le HLG et le SL-HDR3. Alors comme évoqué auparavant, tous les contenus sont masterisés en P3 et pour la plupart dans un conteneur BT2020. Vous pouvez voir ici la représentation des intensités lumineuses pour une même image en SDR, puis en HDR pour le cinéma, et en HDR pour une diffusion sur un système d'affichage type télévision. De même, voici la représentation de cette même image en HDR avec le gamut BT2020, P3 et en SDR en Rec 709. Et pour être tout à fait complet, afin que vous ayez un aperçu du nombre de livrables que l'on peut demander pour un même film, en SDR pour le cinéma numérique, on a une version 2D et 3D en DCI P3 avec un gamma 2.6 avec un pic lumineux max de 48 nits, une version Dolby 3D, une version IMAX 2D et 3D. Pour la projection pellicule, on va avoir des versions 35 mm, voire 70 mm dans des cas exceptionnels, et des versions IMAX 2D et 3D en 65 mm. Pour la TV et le streaming, on a des versions Rec 6.1 gamma 2.2 D65 limitées à 100 nits pour le DVD, et des versions Rec 709 D65 gamma 2.4 limitées à 100 nits pour les Blu-ray et les IMF. Pour le cinéma numérique, on a le Dolby, l'Eclair Color, l'IMAX, l'Onyx, avec aussi des versions en 2D et en 3D. Et enfin, pour la télé et le streaming, on a des versions en BT2020, P3, D65, à 1000 nits ou à 4000 nits, en HDR10, 10+, Dolby, voire HLG, pour l'Ultra HD Blu-ray et les IMF. Comme vous pouvez le voir, on a beaucoup de livrables avec des fois des intensités très différentes. Alors évidemment, la perception de l'image dans une salle de cinéma et devant une télé n'est pas du tout la même, mais tout le problème va être de trouver une cohérence entre ces différents vues. Donc là, forcément, quand on passe de la version salle à la version HDR, on n'est pas du tout sur les mêmes niveaux, on n'est pas du tout sur les mêmes intensités. Vous l'aurez compris, la majeure partie des films qu'on regarde, qui sont des films qui sortaient en salle à la base, quand ça va sortir en 4K HDR, vous avez deux solutions. Soit on va coller à l'intention artistique de base et on va essayer d'avoir quelque chose qui n'est pas forcément fondamentalement différent de ce qu'on a vu en salle. Soit on fait une version HDR en poussant les l'épaisseur à fond, et là on peut avoir des vraies différences avec ce qu'on a vu en salle. Alors après, évidemment, ça dépend du genre de film, ça dépend de l'image de base. Le consommateur, lui, quand il va acheter son film en HDR, il veut en prendre plein la vue, mais pourquoi est-ce qu'un film en HDR devrait être différent du SDR? Et à ce moment-là, pourquoi est-ce que j'achèterais une télé plus chère en 4K HDR et pourquoi est-ce que j'achèterais un Blu-ray plus cher que la version SDR si cette différence elle n'est pas énorme? Donc en gros, vous avez la possibilité de faire un étalonnage HDR pas trop agressif, ou soit vous pouvez pousser les potards à fond et sortir un truc top démo HDR. Mais est-ce que là, on va respecter l'intention artistique de base? Bah non, pas forcément. Et vous avez des tas de réalisateurs qui n'ont pas envie de ça. Quand on veut avoir un film cohérent avec un respect de l'intention artistique, et bah là, on se heurte au consommateur qui se dit que ça ressemble à du SDR, c'est pas du vrai HDR, c'est du fake HDR, c'est de l'arnaque. Alors on va se pencher sur cette polémique du fake HDR et on va revenir brièvement sur deux films qui ont créé la polémique, à savoir Last Jedi et Blade Runner 2049. Alors Last Jedi tout d'abord, de Rian Johnson, ça a été vertement critiqué, tout simplement parce que voilà, le film ne présentait pas des intensités lumineuses extrêmes, on ne dépassait pas les 250 nits, et on ne peut pas dire que l'utilisation du white gamut était vraiment très grande sur ce film.
si on simplifie à mort, c'est du fake HDR. Il faut savoir que le chef opérateur, c'est Steve Yedlin. C'est juste une pointure. Ils ont mélangé des caméras numériques avec des caméras qui filment sur pellicule. Ils ont un workflow juste extraordinaire. J'ai voulu faire une vidéo justement sur ce film. J'étais en contact avec l'étalonneur, j'étais en contact avec le color scientist, Joseph Longsa. J'avais commencé à échanger des mails avec Steve Yedlin. Malheureusement, ça a dû s'arrêter pour la bonne et simple raison que voilà, c'est Disney, que toutes ces personnes signent des NDA, qu'ils n'ont pas le droit de parler de la technique et de la façon dont on fabrique les films. Je vous invite à aller sur le site de Steve Yedlin, parce qu'il y a une démonstration qu'il a faite en filmant des éléments avec des caméras Arri, des caméras Red, des caméras Sony, des caméras 35 mm. Il mélange tout ça, il vous explique comment il arrive à faire matcher des caméras numériques avec la pellicule, avec un workflow sur Nuke qui est juste dingue. C'est d'une technicité vraiment très élevée, c'est passionnant. Tout ça pour vous dire que Steve Yedlin, il est reconnu comme étant une pointure dans son domaine. Les gens qui ont bossé sur ce film sont des pointures. Les workflows, ils sont faits par ILM. Si à un moment donné, ils ont décidé que leur film, l'intensité maximale, elle serait à 250 nits, c'est pas pour vous arnaquer. C'est pas pour se dire oh, on va vendre des Blu-ray 4K HDR en faisant du SDR et on va se frotter les mains. Non, c'est pas comme ça que ça marche. On a un réalisateur qui avait une idée à la base. Son idée, c'était de coller au look de l'Empire contre-attaque. L'Empire contre-attaque, c'est pas un film super lumineux, c'est pas un film super saturé. Pareil pour Last Jedi, on est dans la même veine. On a un film qui sort en salle avec un look. On va avoir un Blu-ray qui va avoir le look à peu près identique. Et ben la version 4K HDR, elle a aucune raison d'être fluo. Elle a aucune raison d'être hyper saturée. Elle a aucune raison d'avoir des niveaux de nit qui explosent dans tous les sens. Ils veulent un maintien, une cohérence de l'intention artistique. Et franchement, c'est tout à leur honneur. Je vois pas pourquoi un film que je vais voir en salle sera complètement différent quand je vais le regarder chez moi sur ma télé. Alors maintenant, on va parler de Blade Runner 2049. Même combat, le film a été assassiné parce que c'est du fake HDR. Alors pour ceux qui ne le savent pas, je vous invite à aller regarder la page IMDb du chef opérateur, Roger Deakins. Ce mec est une légende vivante. Et juste, il a signé les plus belles images de ces dernières années. Il n'aime pas le HDR, ça, il ne s'en cache pas. Est-ce que vraiment on peut dire que Blade Runner est du fake HDR? Je veux dire, quand on regarde les images, là ça se passe dans la brume, il n'y a rien dans cette image qui justifie d'avoir des intensités extrêmes, il n'y a pas de plage dynamique, forcément, tout est laiteux, tout est brumeux. Donc oui, mais c'est pas que c'est du fake HDR, c'est que c'est l'image, c'est l'intention qui est telle qu'elle. Là, on reproche à cette image d'avoir des lampadaires qui sont à 200 nits et pas à 1000 nits. Excusez-moi, mais si les lampadaires ils étaient à 1000 nits, déjà ça nous crèverait les yeux. Et puis, qu'est-ce qui est important dans l'image? C'est les lampadaires ou c'est Ryan Gosling? On touche à un point qui, moi, me sidère. Qu'est-ce qu'on va analyser les valeurs d'une image? Je veux dire, on nous raconte une histoire, ce qui compte c'est l'histoire, c'est ce qu'on nous raconte, c'est le personnage, et pas les intensités des spots qui sont au plafond. Enfin, je veux dire, on est en plein délire. C'est pareil, cette scène est absolument magnifique, il y a une intégration des éléments 3D et les effets visuels sont juste dingues, et on reproche à cette scène de ne pas avoir des éléments lumineux supérieurs à 200 ou 300 nits. Mais non, il n'y a aucune raison. Enfin, je veux dire, regardez cette fille en tutu au milieu. Si vous mettez cet élément à plus de 500 nits, vous allez perdre tout le détail qu'il y a dans l'hologramme. Enfin, vous n'aurez plus aucune matière dans cet hologramme. C'est une question de bon sens. Et là, cette image, elle est superbement bien composée. Tout est réglé à la perfection. Il n'y a aucune raison d'avoir des brillances excessives. Et surtout, c'est pas du tout le propos du film. Quand on regarde la globalité de ce film, c'est laiteux, c'est brumeux, il y a des tons super ocre. Est-ce qu'on aurait dû étalonner ce film vert fluo, avec un contraste à fond, pour dire que c'est du vrai HDR? Maintenant, la grande question qu'on peut se poser, c'est est-ce que vraiment ça vaut le coup, dans ce cas, d'acheter un film comme Last Jedi ou comme Blade Runner en 4K HDR? Moi, je dis oui. Je dis oui parce que vous avez un meilleur transfert, vous avez du 4K, vous avez une meilleure compression, vous avez une meilleure profondeur de couleur, vous passez de 8 bits à 10 bits, vous avez dans bien des cas des meilleures pistes audio, alors c'est pas tout le temps vrai, mais vous êtes censé avoir des meilleures pistes audio, vous avez
un encodage du signal qui est bien supérieur, parce que même si vous n'allez pas restituer des pics lumineux très élevés, quand vous avez un signal à 250 à 300 nits, n'oubliez pas que le SDR, ça va pas plus loin que 100 nits. C'est pas la même courbe, c'est pas la même chose, c'est des signaux qui ne s'affichent pas de la même façon, qui ne sont pas encodés de la même façon. Un signal en HDR, c'est encodé avec une courbe PQ. La courbe PQ, elle va vous afficher avec beaucoup plus de détails. Ce que vous allez avoir en SDR, même si vous boostez votre signal à 200 ou 300 nits, entre 100 et 300, il n'y a plus d'infos, c'est mort. On va passer maintenant à la pratique. Pour illustrer la différence qu'il y a entre le HDR et le SDR, on va prendre un cas concret. On va filmer des images. Ces images, on va les amener dans DaVinci Resolve. On va les étalonner dans un workflow Dolby Vision, c'est-à-dire que je vais avoir d'un côté mon HDR et de l'autre côté mon SDR. On va pouvoir comparer exactement la différence qu'il y a entre ces deux formats. On va voir ce qui reste comme information une fois qu'on est passé en SDR. On va pouvoir comparer les intensités lumineuses, les gamuts, bref, voir exactement quelle est la vraie différence entre le HDR et le SDR. Parce que on vous oppose sans arrêt des films en HDR avec les anciennes versions en SDR, mais on compare ce qui n'est pas comparable. Il y a des fois des années entre la création de ces masters, c'est pas du tout la même chose. Pour faire une vraie comparaison, il faut partir de la même source. Et on voit cette fois ce qui se passe exactement. J'ai la chance d'avoir comme partenaire SOS Ciné qui m'a mis à disposition du matériel. J'ai eu une RED Gemini 5K avec des optiques, un petit set d'éclairage. Donc je vous ai fait du HDR à la maison, mais quand même avec du matériel professionnel. Je me suis mis dans une configuration Dolby Vision grâce à l'aide des équipes de chez Dolby. Et grâce à ESO, j'ai eu la chance, que dis-je, le privilège d'avoir des moniteurs de très très grande qualité pour étalonner cette séquence. C'est le moment du placement produit. J'ai tout d'abord un ESO 279X, c'est un écran de 27 pouces avec un ratio de contraste de 1/1300. Ça va me servir de GUI, c'est mon interface graphique. Ici, j'ai l'écran qui va me servir pour la masterisation en SDR, c'est un ESO 319. Alors il est capable de faire du HDR, mais il est limité à 350 nits. Donc je vais m'en servir uniquement pour afficher du SDR. J'ai un ratio de contraste de 1 pour 1500. Et là, j'ai le fleuron de la gamme, l'ESO 3146, le Prominence, qui est un écran HDR de référence. C'est un double panel LCD. On est en 4K DCI, 4096 par 2160. On a un ratio de contraste de 1 pour 1 million. On est capable d'afficher plus de 1000 nits. Et on a 100% du DCI P3. Bref, c'est un écran de référence, un écran de compète. Juste pour vous donner une ordre d'idée des tarifs, on est sur 1600-1700 € hors taxe, 3500 € hors taxe, 25 000 € hors taxe. Donc je vais vous dire que là, il y a un petit peu d'argent sur le bureau, ça pique un petit peu, j'ose pas trop respirer ni m'approcher trop près des écrans. Mais voilà, on est vraiment dans une configuration optimale. J'ai vraiment quelque chose de très homogène, de très cohérent, et c'est un véritable luxe. Alors je vais vous montrer en gros les réglages de ce projet. Vous allez voir, pour les non avertis, ça va peut-être pas forcément vous parler, mais on va retrouver des éléments dont je vous ai parlé auparavant. Donc la taille de mon image, mon master, mon digital intermediate, ça va être 3840 par 2160. Je fais de l'Ultra HD. Alors vous allez voir que sur les côtés on a des petites bandes noires parce que ces écrans peuvent afficher 4096. Et moi, mon master final, ce sera du 3840 par 2160. Je précise que les images que j'ai tournées avec la RED sont plus grandes. Vous voyez ici, je suis en 5120 par 2700. C'est du 5K, c'est le 5K de la RED. Je vais cocher ici du 444 en SDI, dont je vais afficher un signal RGB sur mes moniteurs. Ici, je me mets en dual link, ce qui va me permettre à la fois d'afficher le HDR ici et le SDR sur ce moniteur. Mon projet est en full, je ne suis pas en vidéo, je ne suis pas en légal, en level, je suis en full, je suis plein pot. Je suis en 12 bits, ma timeline, je vais la régler en P3D65, associée à une courbe PQ. Alors pour l'instant, je vais les régler à 1000 nits, mais je pense qu'on va aller plus haut que ça. Je vais limiter ma séquence au P3D65. Je ne fais pas de BT2020, c'est les specs Dolby, c'est pas moi qui les ai inventés, c'est ce qui est recommandé par Dolby. Je vais vous montrer
ici aussi. Donc je suis bien en RGB 444 12 bits, je suis bien en SDI, mon EETF c'est bien du PQ, et je suis bien en PQ DCI P3. Alors pour cet écran, il est en Rec 709. Alors là vous voyez, c'est marqué 1080p. Je vous explique pourquoi. Quand on fait un workflow Dolby Vision, donc on affiche à la fois du HDR et du SDR, ça veut dire qu'on sort deux signaux en même temps. La carte vidéo que j'ai dans cette machine, qui est un Mac Pro 2019, c'est une carte 4K 12G extrême. Alors en effet, comme son nom l'indique, elle est capable de faire du 4K, sauf que pour envoyer deux signaux en même temps, eh ben, elle divise la taille par deux. Donc c'est du 1080p qui est envoyé. Si je voulais afficher du 4K, il aurait fallu que j'ai une carte 8K. Malheureusement, j'ai pas réussi à mettre la main sur une carte 8K, donc du coup c'est du 1080p qui arrive sur ce moniteur et c'est du 1080p qui arrive sur ce moniteur. Bon après c'est upscalé, c'est remis en 4K. C'est juste pour l'affichage, ça n'a aucune incidence. Le master que je vais sortir, c'est du vrai UHD. Il n'y a pas d'upscale ou de downscale, c'est du vrai UHD, il n'y a pas de souci là-dessus. Là, c'est juste pour l'affichage, c'est la limitation de la carte graphique, mais le rendu du fichier, lui, sera bien en 4K UHD sans aucun problème. Au niveau du décodage de la caméra, donc je vais demander au logiciel de décoder les fichiers RAID en full, en 16 bits. Le Color Science, c'est de l'IPP2, c'est du Red White Gamut et du Log3G10. Donc vous voyez, j'ai cet aspect un petit peu laiteux quand je vais ouvrir mon image, et après je vais l'étalonner et on va avoir quelque chose de tout à fait cohérent. Donc vous voyez, j'ai mon chien Cookie qui est là. Ce qu'on peut voir, c'est que ça s'affiche exactement de la même façon sur mon moniteur HDR et sur mon moniteur SDR. Pourquoi? Parce que j'ai que des tons moyens dans cette image. Quand vous regardez ici les oscillos, les niveaux, vous voyez que je descends pas très bas au niveau des noirs et je monte à peine à plus de 80 nits. C'est vraiment du SDR dans du HDR et c'est pour ça que mon image est vraiment identique. Vous voyez que mes couleurs elles sont contenues dans du Rec 709. Je dépasse même pas le triangle du Rec 709. J'ai que du ton moyen et j'ai pas d'intensité lumineuse extrême, j'ai pas de pic lumineux, j'ai pas de brillance. Donc elle a aucune raison, mais alors aucune raison d'être différente en HDR et en SDR. Maintenant, je peux très bien m'amuser à pousser les niveaux, à étalonner cette image. Si je tire un peu sur le signal, et que là déjà, on commence à avoir quelque chose de beaucoup plus flatteur. Là vous voyez, je commence à dépasser dans les rouges la barre des 100 nits, et la différence, je commence à la sentir ici. Là vous voyez, je commence à atteindre les limites du SDR. Je commence à clipper mon signal. Mais cette image, mon chien dans la vraie vie, il n'est pas de cette couleur. Là, c'est vraiment boosté. Il n'y a aucune raison d'étalonner cette image comme ça. Alors après, c'est de l'intention artistique. Si j'ai envie de le faire, je peux le faire. Mais ça ne correspond pas du tout à la réalité. Si je veux revenir à quelque chose d'à peu près normal, je vais rester par là. Et du coup, je redescends vers quelque chose de beaucoup plus naturel. Et là, j'ai pas de différence entre mon HDR et mon SDR. J'ai filmé ces jouets sur un fond noir. Alors c'est pas vraiment un jouet, c'est un objet de collection, c'est un master réplica. C'est gris. On peut pas dire qu'on ait une explosion de couleurs. C'est du métal qui est mat. Il n'y a pas vraiment de brillance sur cette image. Donc, vous voyez en l'état, j'ai pas des intensités lumineuses extrêmes. On peut même dire que je suis très bas. Alors, on va un petit peu tirer sur le signal. On va caler les blancs à 100 nits. Voilà, là c'est du blanc, c'est pas une brillance, c'est vraiment des petites pétouilles de blanc qui sont sur la maquette. Je n'ai aucune raison d'aller plus haut que ça. Et là vous voyez, ça s'affiche exactement de la même façon sur les deux écrans. Et là vous vous dites, ok, donc là le HDR ne sert à rien. Ben non, en effet le HDR ne sert à rien, il n'y a aucune raison de pousser les niveaux. Parce que si je pousse les niveaux, si je décide de monter les intensités lumineuses, vous voyez que là je suis en train de clipper méchamment en SDR, là j'ai plus d'informations, donc on va demander à Dolby de faire du taux de mapping, je refresh, et là vous voyez, on récupère du détail. Mais là sur mon écran HDR, l'image qui s'affiche ici, qui pour certains va paraître plus jolie, plus brillante, plus tout ce qu'on veut, elle est à des kilomètres de la réalité. Mon image, telle que j'ai filmé cette maquette, elle ressemble absolument pas à ça. Elle a aucune raison d'être comme ça. Encore une fois, après, on fait ce qu'on veut, on colle l'intention artistique qu'on veut sur les images,
Si vous faites de la pub, si vous vendez un produit, le produit, vous voulez quand même vous rapprocher au mieux de la réalité. J'ai tourné des modèles réduits. Je suis allé emprunter des voitures à un collectionneur qui s'appelle Jean-Pierre Guérin. Il m'a prêté des petits modèles qui sont des bijoux. Là, du HDR, on est en plein dedans. Je monte très très haut au niveau des intensités lumineuses. J'ai des brillances absolument incroyables. Au niveau de la chromacité, ma voiture rouge, je peux vous dire que là, elle est rouge flashy sur mon écran HDR et que là, on sent qu'il y a une vraie limitation. On sent que c'est pas la même chose. Et encore, ce que je voulais vous montrer, c'est que je suis limité en P3. Si j'avais affiché ce signal en BT2020, si j'avais des moniteurs qui étaient capables de me l'afficher en BT2020, si je limite plus au P3, quand je vais faire save, regardez ce qui va se passer au niveau du volume de couleur. Paf! Le rouge, on est à fond. Donc là, au niveau des intensités lumineuses, quand vous regardez les chromes, entre ici et ici, ça n'a absolument rien à voir. Là, le signal, il s'arrête à 100 nits, c'est clippé, il n'y a rien à faire. Alors, ce que je peux faire avec le trim, je peux essayer de rajouter un peu de peps dans l'image, mais vous voyez ce qui se passe? Très vite on clip. Si j'essaye de remonter et d'arriver au même niveau de brillance qu'ici, de toute façon, je ne peux pas. Mais surtout, je vais complètement clipper ici, regardez. Là, je ne vois plus ma bande noire. J'ai un gros gloobie-boulga blanc que je n'ai pas ici. Ici, j'ai vraiment du détail. Et sachant que là, j'ai déjà vraiment augmenté mes brillances, peut-être un peu trop. Vous voyez, là, je suis cramé parce que je dépasse les 1000 nits. Si je redescends un peu, si je rebaisse mes hautes lumières et que je vais me caler à la limite, voilà, là, je clippe plus. Vous voyez ici, les hautes lumières, là, je clippe. J'ai plus d'infos. C'est ça l'intérêt du HDR, hein, c'est d'éviter de clipper. Si vous commencez à clipper en HDR, c'est dommage. C'est pas le but du jeu. Le but du jeu, c'est d'avoir de l'intensité, d'avoir de la matière, pas d'avoir un signal complètement blanc, complètement cramé. Alors évidemment, selon ce que vous filmez, vous pouvez avoir de la limitation. C'est sûr que si vous filmez le soleil, c'est des intensités qui dépassent largement les capteurs de votre caméra. Donc vous serez clippé. Quoi que vous fassiez, vous serez clippé. La couleur ici, c'est la même. Les tons moyens, c'est les mêmes. Alors là, vous voyez, au niveau du pare-choc, j'ai un gros pâté. J'ai des intensités tellement élevées ici. Là, je suis complètement clippé, j'ai plus aucun détail. Là, vous voyez au niveau de la grille du pare-choc, c'est assez phénoménal la différence qu'il y a entre ces deux voitures. Pareil au niveau du phare ici. J'ai de la saturation ici dans mes hautes lumières que j'ai pas du tout ici. Ici, je suis clippé à 100 nits et à 100 nits, j'ai plus d'infos de couleur. C'est blanc, c'est terminé. Là, j'ai de la couleur dans mes hautes lumières. Cette image est très intéressante. Là, elle illustre vraiment la plage dynamique dans toute sa splendeur. On a des intensités lumineuses très fortes, on est à plus de 1000 nits. Mais par contre, on a un niveau de noir qui est très décollé. Ce que je vous avais expliqué, vous avez beau avoir des intensités lumineuses très très élevées, si votre niveau de noir il n'est pas collé, il n'est pas noir, la plage dynamique, elle n'existe pas. Enfin, elle est très limitée. Là, j'ai un voile devant mon image. Et vous allez voir que, au fur et à mesure que je vais avancer, le voile va disparaître. Et là, on a une vraie plage dynamique avec des vrais niveaux de noir profonds. Avec des vraies hautes lumières. Elle est là, votre plage dynamique, il est là, votre contraste. Mais quand vous regardez, le niveau de noir qui s'affiche ici, c'est le même qui s'affiche ici. Alors, il y a la technologie qui est différente. Ici, on a un double LCD et là, on a un simple LCD. Donc, mes noirs ici sont moins profonds qu'ici. Mais, encore une fois, le signal est identique. C'est juste que la technologie qui va l'afficher est différente. Mais je vous garantis que si vous affichez cette image SDR sur un OLED, les noirs ils vont être collés comme jamais. Là, ça va être un cas très intéressant parce que on est dans une situation de contre-jour. L'avant-plan est très sombre, donc ce que vous faites dans ces cas-là, vous allez remonter l'avant-plan, mais qu'est-ce qui va se passer derrière? Ça va surexposer, ça va cramer. Et avec le HDR, on va pouvoir récupérer du détail. Là, vous voyez, si je monte un peu les niveaux, je cale, je baisse mon noir, voilà. J'ai du détail. J'ai encore une différence entre mon mur blanc ici et mon ciel laiteux. Cette différence ici, elle est beaucoup moins importante.
Là, je distingue même pas les volets. Ici, je distingue. Je distingue les arbres. Ici, je vois à peine les branches. Là, l'image SDR que je suis en train de fabriquer, c'est un trim du HDR. Et on est beaucoup plus précis avec ce que je viens de faire que si j'avais étalonné directement en SDR. J'ai terminé mon étalonnage HDR, je vais faire mon trim en SDR. Globalement, je vais analyser toute la séquence, je vais lui définir un profil de destination. Donc là, on va lui dire qu'on veut faire une séquence en 100 nits, en Rec 709. Mon EOTF, c'est du 1886, le EOTF dont je vous avais parlé. On est en full. Alors j'ai la possibilité de faire du 600 nits, du 1000 nits, du 2000 nits. Bon, je suis déjà à 1000 nits. Mais ça, c'est tous les trims que je peux faire. Donc je vais analyser la séquence. On appuie sur All, il va tout analyser. Et une fois qu'il va tout analyser, donc j'aurai ma correspondance en SDR et je vais pouvoir faire du fine-tuning avec les options de trim qui sont ici. Je peux modifier mon étalonnage SDR indépendamment de mon étalonnage HDR. C'est-à-dire que là, si je suis content de mon résultat et que là, je peux ajuster un petit peu pour essayer de me rapprocher, de me coller au plus près du HDR si j'ai une saturation qui n'est pas terrible. Je peux encore modifier des petites choses, je peux essayer de récupérer un petit peu de détails dans les hautes lumières, mais bon, tout en sachant que je suis quand même limité. Ces trims donc vont me permettre d'affiner ma séquence HDR, de peaufiner plan par plan et de régler au mieux mon image pour avoir un étalonnage SDR qui soit le plus flatteur possible par rapport à la version HDR. Gardez en tête aussi que aujourd'hui, les contenus qui sont fabriqués en Dolby Vision, quand on a un master HDR en Dolby Vision, la version SDR, elle découle de la version HDR. Ça n'a rien à voir avec les anciens masters SDR. Là-dessus aussi, on a énormément gagné en qualité. Avec le HDR, on a des contenus SDR de bien meilleure qualité. Donc je vais exporter ensuite une IMF. Alors c'est un package qui va contenir l'image, le son, les métadatas, toutes les infos pour le trim. On va avoir un gros dossier. Ce dossier, je vais l'envoyer à mon ami Benoît, qui va me faire une séquence en Dolby Vision. Il va me faire un fichier MP4 en profil 5 que vous pourrez télécharger et regarder en le collant sur une clé USB, en le pluguant sur votre télé. Comme ça, vous êtes sûr que ce sera décodé correctement. Alors évidemment, je vais aussi faire une version HDR10. Tout le monde n'a pas accès au Dolby Vision, donc vous pourrez l'avoir en HDR10. J'ai étalonné cette séquence, j'ai fabriqué mon Dolby Vision et mon HDR10. Je sais exactement à quoi ressemblent mes images, comment elles sont à l'origine. Maintenant, on va essayer de répondre à la question que tout le monde se pose. Qu'en est-il de la préservation de l'intention artistique une fois que ça arrive chez vous? Alors, on va se mettre dans des conditions extrêmes, on va aller sur le terrain. J'ai réussi à convaincre Yacine, l'un des responsables du rayon audio-vidéo, de me laisser filmer et de diffuser ces séquences sur un large panel de télévision. On va les diffuser en HDR10 et en Dolby sur les télés qui sont compatibles. Et on va voir ce qui se passe exactement. À ma demande, les modes démo ont tous été désactivés sur les modèles testés ici. Les téléviseurs ne sont évidemment pas calibrés, et ils ont été filmés en log afin de pouvoir restituer le maximum d'informations et ne pas être limités au SDR. Même si ce procédé ne peut garantir une absolue fidélité en termes de restitution, il permet de mettre en lumière les différences parfois importantes entre ces différents modèles diffusant un même contenu. Aucun trucage n'a été appliqué sur l'image, hormis la resynchronisation des sources, car il était impossible d'obtenir une lecture simultanée lors du tournage.
Gardez en tête plusieurs choses. Un contenu SDR diffusé sur un écran HDR, ce n'est plus du SDR. Le signal va être amélioré pour vous offrir une expérience plus immersive. Les niveaux vont être rehaussés pour s'approcher de ceux offerts par le HDR. La limite entre le SDR et le HDR se rétrécit. Mais n'oubliez pas que le signal présent sur votre livrable ne peut restituer autant de détails que celui qui est proposé par la version HDR. Si vous achetez un film en HDR avec des intensités lumineuses très élevées et que vous avez la version SDR qui est vendue avec, lorsque vous regarderez ce film en HDR sur votre télé, si celle-ci n'est pas capable d'afficher un haut pic lumineux, le tone mapping peut engendrer sur la version HDR une image qui vous paraîtra plus sombre, voire beaucoup plus sombre que ce qu'il y a sur la version SDR où le tone mapping a été mieux géré. Rappelez-vous, le signal est le même pour tout le monde, mais personne ne voit la même chose. Ce que vous voyez est tributaire de la technologie de votre système d'affichage, de vos réglages et des caractéristiques techniques qui vont engendrer un processing du signal plus ou moins fort. Comme vous pouvez le voir, le HDR c'est loin d'être aussi simple que ça en a l'air, mais je voudrais juste vous rappeler quelque chose qui pour moi est fondamental, c'est que le cinéma, la série, les dessins animés, tout ça c'est de l'art. C'est fait par des artistes à qui on donne des outils. Et ces outils, ils s'en servent comme ils veulent. Ils font ce qu'ils veulent avec. S'ils ont envie de faire une image hyper laiteuse, ils font une image hyper laiteuse. S'ils ont envie de faire un truc hyper saturé, ils font un truc hyper saturé. Mais c'est ni à vous, ni à moi de leur dire comment ils doivent se servir de leurs outils. Après, ça nous plaît pas, c'est une autre histoire. Mais il n'y a personne au fin fond d'un bureau qui est en train de se dire je vais faire du HDR, mais en fait je vais mettre du SDR dedans et je vais vous arnaquer. Ça n'existe pas. Pour moi, ça me paraît une hérésie de rentrer dans un système où on va uniformiser de l'étalonnage pour avoir des films bande démo qui vont être flatteurs sur les télé HDR. Ça n'a pas de sens. Prenez par exemple Six Underground de Michael Bay qui a été fait sur Netflix. Alors c'est du 4K HDR, là c'est de la démo HDR dans tous les plans. Bon, déjà de toute façon c'est un film de Michael Bay, donc ça brille, c'est shiny, c'est clinquant. En général la photo est plutôt réussie dans ces films. Maintenant, est-ce qu'on a envie que tous les films ressemblent à ça? Non, mais carrément pas. C'est un style, mais c'est pas un style qui va à tous les films. Et j'ai aucune envie que Blade Runner soit étalonné comme un film de Michael Bay. Alors comme d'habitude, j'ai plein de gens à remercier. Albert de SOS Ciné, qui est vraiment un amour, qui m'a fait confiance, qui m'a mis à disposition du super matériel avec lequel je me suis éclaté à tourner ces éléments. Je voudrais remercier David Coiffier, chef opérateur, qui m'a filé aussi un gros coup de main et qui m'a prêté des jouets absolument incroyables aussi pour filmer ces éléments. Je voudrais aussi remercier les équipes de Dolby, à savoir Anaïs Liebolt, Yann Lowe, Michael Eckel et évidemment l'homme qui encode du Dolby Vision plus vite que son ombre, Benoît Le Teneur. Je voudrais remercier aussi les gens de chez ESO, Stanislas Boll, Fred Roll et Jean-Pierre, voilà, qui m'ont fait confiance, qui m'ont mis à disposition ce matériel absolument exceptionnel. J'ai une chance vraiment inouïe d'avoir pu avoir accès à ce moniteur Prominence. Voilà, je les en remercie. Je voudrais remercier Yacine de Boulanger Orgeval pour m'avoir laissé venir filmer et faire toutes ces petites expériences et m'avoir laissé avoir accès à toutes ces télés et tripoter pour afficher mes contenus comme je le voulais. Vraiment, merci du fond du cœur. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. On se retrouve très bientôt pour de prochaines aventures. D'ici là, faites attention à vous et portez-vous bien. À très bientôt.